Donc je remercie tout d'abord les organisateurs de m'avoir invité. Je remercie également pour leur hospitalité Elisabeth et Pierre Le Barbier, qui sont les locaux de l'État. Alors pour être très clair, et pour éviter l'endormissement, en fait je vais baser mon topo sur un jeu questions-réponses pour être beaucoup plus pratique et m'éloigner un peu de l'exposé théorique de tout ce qui peut arriver. Et donc, par contre, pour donner une base de discussion, je vais partir sur une dizaine de diapositives. Alors, la première chose, ça c'est tiré de la revue de l'Association française du syndrome de Rett. Donc, une banale photo. Donc, une banale photo, simplement pour insister sur le fait qu'il y a une variabilité extrême dans les conditions et l'état orthopédique des enfants atteints de syndrome de Rett. Alors vous en voyez en fauteuil roulant, qui ne sont pas capables de se verticaliser de façon autonome. Il y en a qui sont en fauteuil roulant, qui sont capables de sortir du fauteuil roulant et de se verticaliser de façon autonome. Il y a des marchantes, il y a des non marchantes. Alors effectivement, sur cette photo, il y a une majorité de fauteuils roulants parce qu'ils prennent beaucoup de place. Mais enfin, il y a dans le lot quand même des petites qui se tiennent et qui sont marchantes également. Alors bien entendu, ceci pour insister sur le fait que chaque prise en charge et chaque précaution orthopédique et chaque élément de surveillance, il faudra absolument l'individualiser. Alors, ouais, ça ne marche pas. À droite. Je peux le faire, on ne sait pas. Voilà. Alors, une chose simple, basique, qui est le problème de la mobilité articulaire dans le syndrome de Rett. Alors là, vous voyez une petite fille Rett, et lorsqu'on essaye d'étendre son genou, ça ne va pas au bout. Et lorsqu'elle essaye de le faire volontairement, ça ne va pas au bout non plus. Alors on vous a parlé d'une phase d'hypotonie, qui est effectivement celle des tout-petits, mais le plus souvent à cet âge, on est dans une autre problématique. Lorsque je fais un mouvement avec mon coude, pour fléchir le coude, je contracte mon biceps, c'est le muscle agoniste. Et ça ne marche bien, et je peux le régler de façon délicate, que si parallèlement le muscle antagoniste, c'est-à-dire le triceps, qui est à l'opposé, se décontracte, c'est-à-dire, ou tout du moins ne se contracte pas. Alors dans le cadre, j'ai une petite flèche, donc là, l'agoniste fait le mouvement, et l'antagoniste est supposé ne pas se contracter au même moment. Autrement, le mouvement ne sera pas harmonieux. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le Rett? Il y a deux choses qui peuvent expliquer le fait que le mouvement n'est pas au bout. La première chose, c'est que, au lieu d'inhiber sa contraction, ce muscle antagoniste, lorsque celui-ci se contracte, répond par sa propre contraction. Et donc, vous allez avoir un parasitage, et c'est ce qu'on appelle la spasticité. En gros, normalement, vous avez une boucle d'inhibition qui permet de relâcher totalement l'antagonisme. Chez le Rett, il y a un autre problème qui est le fait que le tonus musculaire de base, et vous le savez, brutalement, vous avez des contractions musculaires non contrôlées et vous pouvez tout à fait développer une hypertonie. Alors, quelle est la conséquence de ça? En fait, vous imaginez, quand vous avez une articulation normale, elle peut être en situation neutre, elle peut se fléchir, elle peut s'étendre. Donc, en gros, à chaque mouvement, vous explorez la totalité de la longueur du muscle et du tendon. Si vous n'allez pas au bout, et si en permanence vous êtes bloqué dans cette situation-là, vous fléchissez, mais vous ne pouvez pas étendre. À la longue, vous allez avoir une adaptation de la longueur du muscle et du tendon, mais également une adaptation de la souplesse de la capsule et des ligaments articulaires. En gros, dans la concavité de la déformation, vous allez avoir moins de mobilité possible. Et c'est là un des pièges, et il va falloir adapter les moyens thérapeutiques à cela. Vous partez d'une anomalie de la fonction, qui est donc, à partir de l'atteinte neurologique, une anomalie de la contraction du muscle et de son activité, et vous aboutissez à une anomalie de la structure. C'est-à-dire vous allez avoir un défaut de longueur du muscle et du tendon. Et une fois que vous avez un défaut de longueur du muscle et du tendon, vous allez exagérer progressivement le défaut de mobilité possible au niveau du genou. Alors,
lorsqu'on est à ce stade de modification, à partir d'une modification dynamique, vous passez dans une modification anatomique, vous concevez bien qu'il est extrêmement difficile de contrôler la situation puisque vous avez une modification de l'anatomie normale. Et là, vous avez... Alors, vous voyez, j'ai mis cette photo, donc vous avez ici une rétraction du tendon d'Achille, un pied qui capote vers l'intérieur, et en fait, vous devinez exactement la même déformation avec la chaussure orthopédique plus attelle. Donc, en règle générale, ce qui se passe, c'est que on a une espèce de situation dans laquelle, très longtemps, parce que le pied pose à plat dans la chaussure, parce que éventuellement ça paraît améliorer éventuellement l'équilibre, où on pense contrôler la situation, et en fait vous n'avez pas de rentabilité de cette situation, tout simplement parce que les structures anatomiques sont modifiées. Et ça, c'est l'heure de la chirurgie, s'il en est besoin. C'est-à-dire, on ne va pas opérer tous les tendons d'Achille rétractés. Si l'enfant n'est pas verticalisé ou verticalisable, ça ne sert pas à grand-chose. S'il est chaussable sans douleur et de façon confortable, on ne va pas s'y lancer non plus. Alors, comment on opère? Alors, j'ai pris des exemples, enfin un exemple simple. Vous avez ici un équin, c'est-à-dire le talon ne pose pas au sol. On allonge l'unité muscle-tendon. Vous avez exactement la même chose ici. Le talon ne pose pas au sol. Et vous faites des petites zébrures. Bref, il y a des noms divers de temps en temps qu'on présente comme des techniques nouvelles et qui sont des techniques éprouvées depuis longtemps. Vous avez ici un autre type de technique où on va en fait modifier en quelque sorte la longueur muscle-tendon. Alors là, vous avez vu, on est parti d'une anomalie dynamique, activité musculaire, et on finit avec une anomalie anatomique, alors qu'au départ, la longueur devait s'adapter progressivement à la croissance. Il y a une autre conséquence des rétractions et des déséquilibres musculaires, qui est le fait que lorsque vous avez une course musculo-tendineuse, donc la course du muscle et de son tendon, qui n'est pas normale, parce que le mouvement est restreint par l'activité musculaire restreinte, vous allez avoir une modification de la croissance. Il ne faut pas oublier que on s'adresse avant tout, la prise en charge orthopédique concerne avant tout des enfants en période de croissance. L'un des gros dangers, alors la meilleure manifestation qu'on puisse avoir, la meilleure compréhension qu'on puisse avoir de la conséquence d'une rétraction musculo-tendineuse sur le développement anatomique, c'est la hanche. Alors la hanche, ça sert à beaucoup de choses, et là il faut absolument insister sur ce caractère absolument indispensable d'une mobilité et d'une fonction normale de la hanche lorsque vous êtes assis. En gros, pour avoir une station assise confortable, vous devez avoir des hanches non douloureuses et une colonne en ligne, globalement. Et donc, alors ça c'est un des enjeux de la prise en charge du RED. Souvent on se dit, il ne marche pas, il est au fauteuil, on ne voit pas bien ce qui va lui arriver, il ne peut pas perdre plus. Eh bien si, il faut absolument considérer la position assise du RED comme un acquis, et cet acquis peut être perdu. Et il peut être perdu à travers deux choses, l'atteinte de la hanche, qui risque de se luxer, on va le voir, et l'atteinte de la colonne vertébrale. Alors en ce qui concerne la hanche, pour comprendre ce qui se passe, donc vous avez ici une petite fille raide. Alors ce muscle, vous voyez le tendon qui saille à ce niveau quand on écarte la hanche, et en fait c'est tout le groupe de muscles ici qui est rétracté parce qu'elle a le genou très fléchi, donc on ne voit pas la totalité de la rétraction. Toujours est-il, il faut comprendre la conséquence sur le plan de la croissance. Alors une hanche c'est quoi? C'est une bille dans un bol. Et donc ce que je suis en train de vous montrer, c'est ce muscle-là, donc les adducteurs à l'intérieur de la cuisse, qui tirent très fort. Et en gros, en tirant très fort, il tend à faire échapper cette bille, qui est la tête fémorale, de sa cavité articulaire, donc de cette cupule, qui est la cavité articulaire au niveau du bassin. Et en quelque sorte, comme tout à l'heure, on avait un muscle fort à l'arrière du genou qui tirait et qui s'opposait à un muscle de force sensiblement normal, ici, en fait, du fait du déséquilibre, ce muscle-là ne répond pas, ne peut pas répondre dans l'équilibre musculaire harmonieux pour réinjecter en quelque sorte la bille dans le bol. Alors, la croissance, que vient-elle faire là-dedans?
ici, vous avez une pièce anatomique, vous avez une tête du fémur, et ici, la cavité articulaire au niveau du bassin. Et ce qu'il faut considérer, c'est qu'en permanence, pour un développement normal, cette tête du fémur doit appuyer sur une zone de croissance, qui est ici, qui est au fond de la cavité articulaire. On le voit sur une radio, vous avez la belle bille ici, qui est dans le beau bol, et la zone de croissance qui est là. La zone de croissance, lorsqu'on la détaille, elle a une forme de Y, et pour que ce soit parfait, une hanche strictement normale, donc qui se construit au cours du temps, il faut absolument que chacune des branches du Y reçoive exactement la même pression. Alors vous vous doutez bien que lorsque vous avez un déséquilibre musculaire, vous avez forcément un trouble de croissance au niveau du cotyle, au niveau de la cavité articulaire du bassin. Pardon. Alors, conséquence prévisible de cette affaire, vous avez ici une hanche normale, et hop, la hanche est sortie. D'accord ? Alors, la hanche est sortie, beaucoup de personnes, notamment dans le domaine du polyhandicap, on va dire généraliste du polyhandicap, si on peut s'exprimer comme cela, vont vous dire que ça n'a pas de conséquences. Et qu'on connaît des tas de hanches comme ça qui ne sont pas douloureuses. Manque de chance, ça c'est faire un pari sur l'avenir. Alors, pour l'expliquer de façon plus nette, on part de cette situation-là, un muscle qui est un petit peu rétracté, qui n'autorise pas la course normale, et vous imaginez que, éventuellement, pour restaurer un équilibre, on revient à la chirurgie de tout à l'heure, qui était une chirurgie tendineuse. On s'adressait à la seule anomalie anatomique présente, qui était une anomalie de la course musculo-tendineuse, donc de la longueur muscle-tendon. Mettons que cela ne se fasse pas, ou que cela ne marche pas, ou n'importe quoi, ce que vous voudrez, et on verra tout à l'heure dans les questions, la hanche sort. Si elle sort, vous avez une anomalie de croissance, on est bien d'accord, mais surtout si elle sort, elle quitte son abri, et elle vient, alors ici vous avez une reconstruction 3D à partir d'un scanner, et vous voyez que la tête fémorale, ici, elle a une grosse tranchée. En gros, lorsque la tête fémorale sort de sa cavité articulaire, elle est exposée à un environnement extrêmement agressif, qui est la contraction des muscles. Et on a vu qu'il y avait des phases d'hypertonie dans le syndrome de Rett, et cette contraction des muscles vient imprimer le trajet musculaire et tendineux dans la tête fémorale, et la détruit progressivement. Et donc, tôt ou tard, vous en aurez des douleurs et une limitation de mobilité articulaire. C'est une belle façon de perdre le confort de la station assise. Alors, dernier lot de diapos. Oui, ça c'est simplement pour vous rappeler que je suis malgré tout chirurgien et que, bon, on finit bien par remettre tout ça en place, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué que d'avoir une simple chirurgie du muscle et du tendon, n'est-ce pas? Et donc, vous avez, oui, de la petite quincaillerie. Alors, autre point extrêmement important, beaucoup de familles ici sont concernées. Dès l'instant, alors on dit dans la myopathie, et on peut le retenir d'une façon générale, donc les enfants myopathes marchent jusqu'à un certain âge, puis perdent la marche, et il est traditionnel de dire, lorsque l'enfant myopathe perd la marche et passe au fauteuil roulant, la scoliose est annoncée. Dans le Rett, vous avez un petit peu la même donne, c'est-à-dire les marchands, alors ça c'est mon expérience, un certain nombre d'enfants Rett, plus un enfant est marchand autonome, moins il va avoir de scoliose. Moins un enfant est marchand autonome, plus on va être confronté à cela, et plus l'enfant est non verticalisable, mais pas parce qu'il y a un défaut de prise en charge, mais non verticalisable parce que c'est difficile, parce qu'il est rétracté, parce que les unités musculo-tendineuses sont fortement modifiées en longueur, plus la scoliose va être précoce. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Alors il faut imaginer la scoliose, une colonne vertébrale, c'est un empilement de vertèbres les unes sur les autres, et puis vous avez des petites articulations qui permettent l'articulation de chacune des vertèbres les unes par rapport aux autres. Et tout ça, c'est un équilibre formidable. Et normalement, vous avez une colonne qui est rectiligne de face et avec des courbures harmonieuses de profil. Eh bien, le processus qui se passe
au niveau d'un genou, au niveau des grandes unités musculo-tendineuses, il est exactement le même au niveau des tout petits muscles, beaucoup plus difficiles à explorer entre chaque vertèbre. Et donc vous avez une désorganisation totale de l'équilibre musculaire, et dans ces cas-là, l'ensemble de la structure, qui tient comme un petit jeu de cubes, va flamber, c'est-à-dire l'ensemble va vriller. Alors ici c'est très intéressant, donc vous avez une petite fille, raide, elle a une scoliose, donc à concavité, sa convexité elle est droite, mais peu importe. Et vous voyez une chose extrêmement importante, c'est que son thorax est dans son bassin. Vous voyez une autre chose importante, c'est que pour s'équilibrer, elle est obligée de mettre le coude, en gros, et si elle avait un fauteuil, là la maman la tient. Mais si elle avait un fauteuil, vous auriez ici la marque de l'appui-bras du fauteuil. Donc, nous sommes face à une scoliose, voilà. Alors, c'est une scoliose évoluée, c'est plus démonstratif comme ça. Et donc, vous voyez cette concavité, la marque, et ici la marque du corset. Alors, les questions seront ouvertes sur le problème des corsets et leur activité, leur action prétendue. Donc ça, c'est simplement pour donner un peu la limitation que l'on a dans les moyens d'action sur chaque vertèbre. Il n'y a aucune méthode orthopédique capable de manipuler en profondeur l'ensemble de la désorganisation entre chaque vertèbre. Donc on s'adresse à la colonne dans son ensemble, mais certainement pas à l'échelon intervertébral. Donc il est vrai que dès l'instant où une scoliose a décidé de partir, elle va flamber quoi qu'il l'on fasse. Alors, bien entendu, dans ces cas-là, bien, on en vient à l'opération. L'opération, ça consiste en quoi? À redresser la colonne vertébrale, c'est le moins qu'on puisse en attendre, avec encore de la métallurgie. Là. Par contre, en l'état actuel des choses, aucune métallurgie n'a une durée de vie suffisante pour que l'on se passe de greffe osseuse. Donc, en l'état actuel de la chirurgie de la colonne vertébrale, il y a toujours une greffe osseuse de l'ensemble des vertèbres entre elles sur une colonne vertébrale réalignée. Donc, il y a certaines techniques, on dirait que ça a la mode d'une réclame, elles ont déjà été expérimentées il y a bien longtemps et on a eu beaucoup de complications avec cela. Donc, je redis bien et avec force que le résultat définitif d'une chirurgie de colonne ne peut se concevoir sans greffe osseuse. Alors, diapo suivante, donc voilà, bon, alors il y a des techniques diverses, mais bon, on réussit toujours, enfin de mieux en mieux d'ailleurs, à redresser ces colonnes vertébrales. Et là, on peut dire youpi, quand ça a bien marché, en passant sous silence, mais ce sera confié à vos questions, l'angoisse des parents avant, pendant, après. Voilà, donc ici vous avez un petit enfant qui peut opérer, c'est pas la joie. Et là il est opéré, alors c'est la joie, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de béquille au niveau des membres supérieurs pour tenir le tronc qui s'effondre. Et puis la capacité respiratoire, en gros vous désengagez la cage thoracique du bassin. En gros il faut toujours intégrer ce fait, la scoliose est critique quand le bassin vient s'encastrer, quand la cage thoracique, vient s'encastrer à l'intérieur du bassin. Et le fait de monter ça avec une tige, de façon un peu triviale, donc monter tout ça avec une tige, ça vous permet de désengager le bassin par rapport à la cage thoracique. Voilà, j'ai terminé, et c'est le jeu des questions-réponses maintenant. Alors, lumière pour ceux qui sont endormis. Les questions.